Bonjour et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Week-end, une émission dédiée aux sorties et aux loisirs au sommaire de ce numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête de la science sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Plusieurs institutions ouvrent leurs portes et c'est la première fois que l'UFR des sciences de la santé Simone Veil de l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines y participe. Un passionné vicinois présentera ce week-end au Bourget une voiture de collection. Il a lui-même créé une Simca 5 berlinette Le Mans au Bourget. Et nous consacrerons une page aux enfants avec notamment un ouvrage et des sorties ciné, des sorties rien que pour eux. Le Requiem de Mozart est une des pièces maîtresses du compositeur autrichien. Pour le découvrir ou le redécouvrir, le chœur Guyancourtois Viva Voce l'interprète ce week-end. Pour en parler, nous sommes avec Christian Cotin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association. Alors, le chœur Viva Voce, le nom ne dit peut-être rien aux téléspectateurs puisqu'il est tout récent. C'est en fait l'association Croque-Note. Vous avez tout récemment changé de nom. Pourquoi ça ? Alors, Croque-Note est une chorale qui existe depuis 32 ans et on estimait que le nom n'était pas très représentatif des œuvres qu'on représentait essentiellement sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, on a fait une petite enquête interne et on est arrivé, on a changé de nom vers Chœur Viva Voce après différents débats. Voilà. Donc, ce sont les premiers concerts sous ce nom-là. Vous avez modifié votre répertoire par rapport à votre Non, nom ? le répertoire est le même. Mais bon, Croque-Note, depuis des années, a interprété des œuvres comme le Messie de Handel, le Gloria de Vivaldi. Là, cette année, c'est le Requiem de Mozart. Donc on a trouvé que Croque-Note ne correspondait plus très bien à notre répertoire. On chante sur Saint-Quentin-en-Yvelines, on chante à Versailles, à Montfort-l'Amaury. Donc on est un petit peu sur toute la région. Et Viva Voce, on a trouvé que c'était plus adapté. Voilà. Et j'espère que vous appréciez ce nom. C'est original. Ce Requiem, vous en parliez il y a quelques secondes, c'est une œuvre très connue de Wolfgang Amadeus Mozart, puisqu'il l'a écrite l'année de sa mort. Est-ce qu'elle a des particularités ? C'est une œuvre qui est très connue, donc ça fait évidemment le public a toujours envie, on ne s'en lasse pas, on a toujours envie de l'entendre. Son histoire est un petit peu complexe, on l'a bien vu lors dans le film Amadeus. Sa composition est assez intéressante et c'est une œuvre qui correspond bien à notre chorale, puisque les 4 pupitres évidemment sont représentés, on a des solistes, il y a un orchestre, au niveau des endroits où on va donner ce requiem, ça correspond bien à l'emplacement, à l'acoustique. Voilà, donc il y a des parallèles entre votre association, les capacités vocales et le requiem ? Oui, les 4 pupitres sont assez équitablement représentés dans le chant, donc c'est ce qui est intéressant. Et qu'est-ce qui plaît particulièrement dans cette œuvre ? Le fait, c'est une œuvre qui est assez extraordinaire parce que plus on la travaille et plus on l'apprécie, c'est une œuvre absolument remarquable. Et je crois que ça demande beaucoup de travail. Ça fait un an qu'on est dessus. Et on ne s'en lasse pas à travailler, on arrive toujours à découvrir des nouvelles sensations. C'est ça qui nous a poussé vraiment à aller vers le Requiem de Mozart. Et justement, ce week-end, vous serez une 50aine de choristes avec 17 musiciens. Est-ce que c'est compliqué de travailler en étant aussi nombreux ? Chaque mardi soir, on a une répétition. Les 50 choristes viennent très régulièrement. C'est absolument nécessaire pour arriver à ce niveau de chant. Et je vous ai dit, c'est un an de travail, plus des week-ends de répétition, des cours de la technique vocale. Dernièrement, on a pu travailler, mais c'est très récent, avec les musiciens, donc l'orchestre Dokia Orchestra. C'est difficile de se régler, ça, à quelques heures des premières représentations. C'est difficile. Ce qui est difficile, c'est qu'on a toujours des coupures aussi avec les vacances scolaires. Où, par exemple, cet été, quand on s'arrête 2 mois, il faut reprendre après. Donc, c'est toujours un petit peu délicat. Parce que quand on est à la plage, on s'entraîne peut-être pas trop à chanter le Requiem de Mozart.
Mais voilà, enfin, c'est difficile, mais on est tellement pris que c'est pas un effort démesuré. C'est un plaisir de chanter. De toute manière, tous les choristes qui sont là chantent par plaisir. Et par exemple, ce samedi, vous jouez dans l'église Saint-Victor de Guyancourt. Est-ce que l'église est un lieu privilégié pour ce type de musique ? C'est évident que toutes ces œuvres sacrées doivent être interprétées dans des églises en priorité. On a la chance à Guyancourt d'avoir l'église Saint-Victor qui a été refaite, qui est absolument somptueuse et qui a une acoustique vraiment extraordinaire. Elle correspond bien au niveau de sa taille à notre chœur. On l'a dit, 50 personnes, les musiciens. Donc c'est typiquement l'endroit où on a envie de chanter le Requiem de Mozart. Quand on cherche un lieu, on cherche d'abord l'acoustique ou c'est une question de grandeur de salle ou Il y a évidemment la grandeur de la salle. Les églises, elles sont plus ou moins importantes. Elles ont une acoustique qui est plus ou moins bonne. Saint-Victor, si on prend ne serait-ce que Guyancourt, Saint-Victor a une très bonne acoustique. Le Cap Saint-Jacques, pas du tout. Le Cap Saint-Jacques n'est pas une église au départ, c'est une grange. Donc et l'association Le Chœur Viva Voce étant basée à Guyancourt, il est évident qu'on est avant tout attiré par l'église de Guyancourt et qui a toute une histoire. Mais c'est vrai que la taille de l'endroit où on va interpréter notre concert et l'acoustique, ce sont deux éléments qui sont absolument primordiaux. Merci Christian Cotin de tous ces détails. Je vous le rappelle, le chœur Viva Voce interprète le Requiem de Mozart à l'église Saint-Victor de Guyancourt le samedi 10 octobre. Une deuxième représentation est prévue le dimanche 11, mais cette fois, c'est à Versailles. Autre sujet, ce week-end au parc des expositions du Bourget se tiendra le 15e salon Automédon, une exposition d'auto et moto de collection. Et parmi les véhicules présentés, il y aura une voiture vicinoise. Elle est inspirée de bolides d'avant-guerre et a été entièrement créée par un collectionneur, Alain Lassalle. 7000 heures de travail, 3500 € de budget, 34 chevaux sous le capot et une ligne que vous n'avez jamais vue. Cette Simca 5 berlinette Le Mans est le fruit de l'imagination d'Alain Lassalle, ancien architecte moteur pour l'entreprise automobile française au chevron. J'en ai fait, je dirais, les 90%, les 10% restants étant la partie peinture carrosserie, donc qui donne vraiment l'éclat final au véhicule. Donc ça, je l'ai fait avec l'équipe avec qui je travaillais en concept car. C'est la concrétisation d'un rêve, ça c'est aussi très plaisant. Disons d'arriver à quelque chose de concret alors que donc on en a rêvé auparavant. Tombé amoureux du modèle, Alain Lassalle se lance dans la conception de son propre véhicule en 2003 jusqu'en 2011. Sa berlinette rend hommage au Simca Gordini, victorieuse aux 24 heures du Mans. Par rapport à l'original, la voiture a été allongée en empattement pour installer le moteur en position centrale avant. Le toit a été descendu de 8 cm de façon à gagner de la place aussi pour la position du moteur. D'où cet aspect, disons, beaucoup plus bas, beaucoup plus sportif par rapport à une Simca 5 normale. Pour l'admirer, direction le salon Automédon. Il se tiendra ce week-end des 10 et 11 octobre au parc des expositions du Bourget. Mais vous inquiétez pas. Jusqu'à dimanche, c'est la fête de la science. Depuis mercredi, de nombreux lieux ont ouvert leurs portes aux scolaires. Et ce week-end, ce sera le tour du public de découvrir laboratoires, manipulations et expériences scientifiques. Cette année, il y a une nouveauté dans le programme. L'UFR des sciences de la santé Simone Veil de l'Université Versailles-Saint-Quentin dévoile ses laboratoires et ses équipements. Gilles Chiokia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche justement à l'UFR. Vous ouvrez vos portes pour la première fois. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, notre implantation. Nous sommes au sein de la ville. Ça a été une volonté des deux côtés, je dirais une volonté politique et une volonté de notre part, universitaire, d'être au contact des personnes, de nous, de nos collègues. Et donc, il nous paraissait extrêmement légitime de pouvoir montrer à nos concitoyens, aux Saint-Quentinois,
que dans ce bâtiment, on ne faisait pas qu'enseigner, on faisait aussi de la recherche de très haut niveau, qui, je l'espère, les intéresse, en tout cas comme elle nous intéresse nous. Et j'espère qu'on pourra leur faire partager notre passion et éveiller chez nos jeunes justement cette flamme qui nous anime et qu'on voit briller en eux d'ailleurs, parce que maintenant ça fait 3 jours que nous les accueillons. Vous avez déjà des bons retours de votre public? On a vraiment, oui, de bons retours, donc ça nous ravit et d'ailleurs, du coup, ça stimule encore plus les jeunes chercheurs, les chercheurs plus anciens comme moi, dans cette démarche, cette activité. Et c'est fantastique de voir que finalement tout le monde se mobilise autour de l'événement chez nous. Finalement, quand même, la recherche médicale, ça peut paraître peu accessible. Vous présentez quoi au public pendant toutes ces journées? Ça, c'est une vraie bonne question. Ça a été une question qu'on a traînée pendant un petit moment. Vous savez que l'UFR, en fait, a ouvert ses portes seulement il y a 2 ans et demi. Hein. Donc, on n'est pas vieux hein, sur le site, bâtiment neuf. Extrêmement joli. Et l'an dernier, déjà, on avait réfléchi à ouvrir nos portes. Et on s'est rendu compte que quand on a commencé à réfléchir vraiment à l'exercice, on n'était pas prêt, en fait. Et donc, on a pris le temps de bien réfléchir, d'essayer d'organiser ça sur 4 jours. Ça mobilise beaucoup de personnes, en fait. Et de savoir ce qu'on allait présenter. On a choisi de mettre un peu d'histoire dedans, et aussi de montrer la technologie, les avancées technologiques et les avancées de soins, de thérapeutique aussi, les approches qui sont développées au sein des laboratoires qui sont ici. Notamment, lors de la visite, on peut découvrir l'histologie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Absolument, oui, l'histologie, donc c'est une de ces plateformes technologiques que nous avons. Hein. Il y en a au nombre de 6, donc je pense qu'on ira peut-être au travers de certaines. Mais bon, à votre question, l'histologie, il faut comprendre que lorsque vous avez un organe, très souvent, pour voir son état sain, pathologique, où est la maladie, où elle se développe, comment caractériser les cellules au sein de cet organe, il faut des approches tout à fait particulières. Donc il faut peut-être découper un peu ce tissu. Et c'est ça, l'histologie, c'est essayer de regarder au sein du tissu malade, ce qui est en train de se passer, de se développer. Et pour vos téléspectateurs, je veux dire, les choses simples, c'est quand on donne des grades de maladie, très souvent, c'est basé justement sur des critères d'histologie où on voit en fonction de l'état pathologique des cellules, donc cet état malade, qui peut être plus ou moins avancé, et on peut le voir directement sur ces coupes-là. D'accord. Et lors de la visite, il y a aussi des laboratoires qui sont ouverts. Nous avons pu en voir un où nous avons découvert des bactéries et des parasites, ce qui peut beaucoup surprendre. Et vos chercheurs nous ont dit que c'était un laboratoire classique. Et je vous propose de regarder un sujet préparé avec Camille Lambert. Biologie cellulaire, biologie moléculaire, ça peut paraître un peu barbare. Mais dans ce laboratoire, on étudie des éléments que vous avez sans doute déjà croisés. Des bactéries comme la E. coli, responsable d'intoxication alimentaire, ou le staphylocoque doré, infection hospitalière, mais aussi quelques parasites. Et là, vous avez des vers qui impressionnent toujours les visiteurs, puisque c'est les fameux ténias qui se développent au sein de l'organisme lorsqu'on est infecté par ce genre de vers. Généralement, l'infection au ténia survient après une alimentation avec de la viande qui n'a pas été suffisamment bien cuite, par exemple, et contaminée préalable par les œufs de ce type de micro-organisme. Dans cette pièce, on prépare notamment des cellules, certaines humaines, pour étudier l'expression d'un gène, pour identifier l'évolution d'une maladie ou d'une thérapie. Ce laboratoire est un laboratoire vraiment classique que l'on retrouve en termes d'organisation un peu partout dans le monde. C'est le laboratoire essentiel dans le cadre des études en biologie, laboratoire de niveau L1, comme on l'appelle, où on pratique les expériences soit à l'échelle de la molécule, ADN, protéines, soit à l'échelle cellulaire. Sur cette manipulation, le chercheur a préparé des cellules issues d'une femme décédée en 1950. Ces cellules sont ensuite placées dans un incubateur pour qu'elles continuent de se multiplier. Alors Gilles Piocca, dans le sujet, on a pu voir une manipulation qui nous a été faite
un peu spécialement pour nous, mais est-ce que des expériences vont pouvoir être visibles? Alors, visible, oui, mais pas trop pour cette année. On a vraiment justement établi le programme on pourrait dire en 2 ans, en 2 temps. Notre première ouverture, la rencontre avec le public, avec beaucoup d'étudiants donc, hein, de collèges et de lycées, de l'agglomération. Et ça, c'est vraiment extrêmement enrichissant, j'espère, pour tout le monde. Pour nous, ça l'est, et apparemment, ça l'est aussi pour ces jeunes étudiants. Et dès l'année prochaine, donc nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui des expériences que ces étudiants et le grand public d'ailleurs, qui doit venir samedi, d'ailleurs on a beaucoup de réservations déjà, pourra faire. Merci Gilles Chiocchia pour votre venue en plateau. Merci à vous. Si vous souhaitez découvrir la recherche à l'UFR, c'est samedi 10 octobre. Alors, lors de cette fête de la science, d'autres lieux seront à découvrir, comme l'Observatoire Versailles-Saint-Quentin, un lieu habituellement fermé au public. Annabelle Doisy, responsable communication de l'Observatoire, était l'invitée du 7-8 journal jeudi soir. Cette année, on a une grande nouveauté qui est l'accès aux murs d'images immersifs qui ouvre là cette année pour le grand public. Donc c'est une liaison d'ordinateur avec un écran géant qui marche en 3D avec un système de tracking, donc avec des lunettes 3D et puis des petits capteurs sur les lunettes. On peut être complètement immergé dans une simulation. Ça permet aux chercheurs de faire un travail collaboratif et interactif. Et on fait des ateliers pour les petits et les grands. Donc voilà, tout le monde est très content. Alors, pour découvrir le programme plus complet de l'Observatoire, vous pouvez retrouver l'entretien en totalité sur notre site internet. Pour conclure cette page Fête de la Science, il y a un dernier rendez-vous à ne pas manquer. C'est le village des sciences qui se tiendra dimanche à Mesnil-les-Hameaux de 14h à 18h. Vous pourrez découvrir le light painting, c'est l'art de peindre avec de la lumière ou un espace entièrement dédié au climat. À un peu plus d'un mois de la COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui est organisée à Paris. On passe maintenant à une sélection d'activités pour les plus jeunes d'entre nous. C'est notre rendez-vous hebdomadaire, vous en avez pris l'habitude. Cette semaine, les libraires du pavé du Canal s'intéressent à un public particulier, les enfants. Et leur choix s'est porté sur la petite sœur du Chaperon Rouge. Donc la petite sœur du Chaperon Rouge de Didier Lévy et de Clotilde Perrin aux éditions Milan. Donc on connaît tous le petit Chaperon Rouge, la grand-mère, le loup. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le petit Chaperon Rouge a une petite sœur qui s'appelle Carlotta. Alors Carlotta, la célébrité, les paillettes, la jet set, ça ne l'intéresse pas du tout. Le petit Chaperon Rouge passe sa vie à signer des autographes, la grand-mère à se faire des soins et des massages dans des spas. Elle, ce qu'elle aime, c'est se promener dans la forêt et découvrir tous les animaux de la forêt. Et un jour, elle va rencontrer le loup, qui n'est plus du tout le grand méchant loup. Il a vieilli, il n'a plus de dents, il mange que de la bouillie. Et ils vont devenir très amis. Et ce loup va lui faire découvrir toute la population de la forêt, tous les animaux des contes de fées. Et un jour, Carlotta surprend une conversation entre le petit Chaperon Rouge et sa grand-mère. Elles veulent faire un immense parc d'attractions dans la forêt, ce qui va détruire le lieu d'habitation de tous ces nouveaux amis. Donc elle décide de déménager la forêt. C'est un très beau conte écologique qui permet également de découvrir tous les personnages des contes de fées. On peut les identifier puisque le dessin est vraiment très clair. On découvre même Charles Perrault qui, selon l'auteur, vit là depuis toujours et écrit quelque chose sur la forêt dès qu'il se passe un événement. Voilà, c'est assez drôle, c'est assez touchant aussi parce que Carlotta, elle n'a qu'une envie, c'est de se préserver son environnement, mais elle n'a aucune rancœur envers le petit Chaperon Rouge et sa grand-mère. Voilà, un bel album pour les enfants à partir de 5 ans. Visiter les monuments nationaux de manière ludique, c'est le principe de Monuments Jeux d'enfants. Des visites et des ateliers sont au programme. Et bien sûr, les monuments présents dans les Yvelines sont à découvrir. Un sujet de Sephora Namani et Patrick Jacques de Dixmude. Pour la 17e édition de Monuments Jeux d'enfants, le Centre des Monuments Nationaux propose des activités destinées spécialement au jeune public les 10 et 11 octobre prochains, partout en France et notamment dans les Yvelines. Une façon de sensibiliser les familles au patrimoine architectural en le rendant accessible. L'idée, c'est de donner envie aux enfants et à leurs familles
d'investir notre monument et les monuments en général par un biais qui peut être ludique ou merveilleux, qui va peut-être être plus attirant qu'une visite conférence. Les enfants de 5 à 12 ans sont invités à remonter le temps au travers d'ateliers divers et variés suivant les lieux. Danse, maquillage, costumes, peinture. Pendant ce temps, les accompagnateurs bénéficient de tarifs réduits pour visiter les monuments. J'aime beaucoup faire ça parce que ça nous rappelle l'époque d'avant, comment ils s'habillaient, la mode. Et c'est assez drôle que nous, les hommes, on porte des talons, alors qu'en nos jours, on ne porte pas de talons, on porte des chaussures pattes. Et c'est les filles qui portent des talons. Cette année, pour Monument Jeux d'enfants, nous avons décidé de demander à une chorégraphe de chercher ce qui l'intéressait particulièrement en tant que danseuse contemporaine. Et elle nous a proposé de faire découvrir le bâtiment déjà dans une sorte de première petite promenade marché et de créer avec les enfants des danses. Ce week-end, des ateliers danse vous attendent à la Villa Savoie de Poissy et au château de Maison à Maison-Lafitte et un atelier laiterie-bergerie au domaine national de Rambouillet. C'est une association qui fête cette année ses 40 ans. Elle est basée à Plaisir et rassemble aujourd'hui 400 adhérents passionnés par la culture, l'histoire et la lecture. Cette association, c'est Lecture et Dialogue. Daniel Bebel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des conférences de l'association, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez me parler de Lecture et Dialogue ? Bien sûr, Lecture et Dialogue donc, a été créée en 1975. C'est une association très active, puisque nous avons beaucoup d'activités qui sont proposées à nos adhérents et non-adhérents. Nous avons des groupes de discussion, c'est-à-dire des groupes de lecture ou des groupes cinéma, qui permettent d'échanger sur un film, un livre. Nous organisons bien sûr des conférences, des rencontres avec des auteurs souvent connus, des expositions commentées dans Paris, hors de Paris, des promenades culturelles. Enfin, c'est très, très ouvert, très accessible. Dans le monde de l'association, il y a lecture, il y a 30 groupes de lecture. Qu'est-ce que c'est un groupe de lecture ? Des groupes de lecture, ce sont des groupes d'une douzaine de personnes qui se réunissent régulièrement, disons une fois par mois, et qui échangent des commentaires sur le livre qu'elles ont lu. Et c'est très enrichissant parce qu'effectivement, les points de vue sont très différents et ça apporte énormément. Et justement, un groupe de lecture, ça se forme comment ? Par intérêt littéraire, par genre littéraire, pardon, ou par affinité entre les adhérents ? Pas du tout. Ce sont des groupes qui se forment, un peu par des adhérents. Il y a toujours une animatrice de groupe qui pilote son groupe. Les livres sont choisis en commun. En début d'année, il y a plusieurs livres qui sont choisis et les groupes se réunissent. Il y a une part de convivialité puisque les gens se reçoivent mutuellement. C'est ouvert à tous, alors ? C'est ouvert à tous, absolument. D'accord. Vous le disiez tout à l'heure, ça dépasse le cadre de la lecture quand même, parce que vous proposez aussi des visites commentées de Paris et sa région. Voilà. Le lien de tout ça, c'est quoi ? C'est la culture ? C'est la culture. C'est l'ouverture sur le monde, voilà. D'accord. Et dans le cadre de vos activités, vous le disiez, il y a aussi des rencontres avec des auteurs, ce qui est le cas mardi prochain, le 13 octobre exactement, puisque vous proposez une rencontre avec Marie-Hélène Lafont, qui est écrivain. Qui est Marie-Hélène Lafont ? Marie-Hélène Lafont est actuellement professeure, mais elle mène aussi parallèlement son travail d'écrivaine. Elle est agrégée de lettres, de grammaire, et elle est professeure de français, en latin et grec à Paris. Elle s'est mise à l'écriture à l'âge de 34 ans, ce n'est pas très jeune. Et depuis, elle n'a pas cessé d'écrire, bien sûr. Elle a publié de nombreux romans. Elle a commencé par des nouvelles qui n'ont pas été publiées tout de suite et qu'elle a publiées par la suite. Elle a obtenu quelques prix littéraires, notamment pour Le Soir du Chien, pour lequel elle a obtenu le prix Renaudot des lycéens. Elle a obtenu le prix Marguerite Dufaux pour des nouvelles, notamment Liturgie. Elle a écrit beaucoup de livres, notamment, et qui ont tous été plus ou moins primés, le prix Les Pays, qui est un petit peu autobiographique.
l'annonce. Joseph, qui a eu un énorme succès qu'elle a fait paraître en 2014, là, elle vient de sortir un livre qui s'appelle Chantier, et qui fait partie de la rentrée littéraire d'ailleurs. Donc nous sommes tous très impatients de la recevoir. Et elle s'inspire aussi beaucoup du monde rural d'où elle vient. Ça a motivé votre envie de la faire venir? Elle-même le dit, elle se plaît à dire qu'elle est née dans une famille de paysans. Et effectivement, elle est née dans le Cantal, et beaucoup de ses livres sont dans ce milieu-là, se passent dans ce milieu-là. Elle a une écriture assez précise, ciselée, et elle met en scène des personnages vraiment attachants par la lucidité qu'ils ont en eux ils sont très terriens, ces personnages. Alors pour participer à la rencontre, d'un point de vue organisation, il faut s'inscrire? Comment ça se passe? Alors, on n'a pas d'inscription préalable, il faut se présenter un quart d'heure avant. La représentation a lieu à 20h45 à la Clé des Champs, dans l'espace Coluche à Plaisir, à côté du théâtre de Coluche à Plaisir. Merci Danielle Webel pour toutes ces explications. L'automne est sans doute l'une des périodes les plus riches en couleurs. À cette occasion, l'Union régionale photographique s'associe à TVFilm 78 pour proposer un concours. Que vous soyez amateur ou passionné, n'hésitez pas à nous envoyer vos meilleurs clichés. Un jury désignera le lauréat et il sera reçu ici même en plateau pour nous parler de son travail. Voilà, le 7-8 week-end est terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine.